Bienvenue à tous. Dans un contexte de bouleversement géopolitique mondial et alors que l'Afrique est le théâtre de toutes les luttes d'influence, le panafricanisme domine la pensée de ceux qui luttent pour une meilleure place du continent noir dans la gouvernance mondiale. Mais comment ce panafricanisme est-il perçu et comment doit-il se mener de nos jours? Le laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales de l'Université de Lomé tente d'y apporter de la lumière. Son directeur adjoint est notre invité sur ce plateau, Monsieur Yao Agbeko Ameou. Vous êtes maître de conférence de philosophie politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Monsieur Gaëtan. Alors, Monsieur Ameou, le panafricanisme est un combat lancé, il faut le rappeler, il y a plusieurs décennies par les pères de l'indépendance de nos pays. Comment expliquez-vous le regain d'intérêt autour du sujet aujourd'hui? Alors, merci pour cette belle question. D'entrée de jeu, je voudrais dire que la conférence qui est annoncée se tiendra le 2 février prochain à l'Université de Lomé. Et le conférencier, c'est le professeur Octave Nikwebroum, professeur titulaire de philosophie politique, qui certainement trouvera les éléments de langage, les concepts appropriés pour élucider, clarifier ce concept, cette thématique qui défraie de nos jours la chronique et qui s'inscrit dans la brûlante actualité. Alors pour revenir à votre question, il faut historiquement rappeler que le panafricanisme, c'est un mouvement qui est né dans le contexte américain, nord-américain, et porté surtout par la diaspora, et dont le but était de travailler à l'unité et à la solidarité entre peuples nord-américains de la diaspora et peuples d'Afrique. Alors, à travers plusieurs rencontres, congrès, donc je crois le premier congrès, et ça a été tenu en 1919, et jusqu'au congrès de 1958 autour de Kwame Nkrumah, l'idée a fait son chemin. Et le panafricanisme a dû revêtir à un moment donné les principes et puis l'orientation de la décision et de l'engagement volontariste des peuples africains, surtout des dirigeants africains, à faire de l'Afrique un continent qui retrouve sa place enfin dans le concert des nations. Alors dans le contexte nord-américain, il faudrait rappeler que le panafricanisme s'inscrivait globalement dans le mouvement du communautarisme, du multiculturalisme, animé par des leaders nord-américains, et qui s'inscrivait justement dans la perspective d'une revendication des droits civiques, parce qu'on sait comment le peuple africain a subi beaucoup d'injustices, et l'opprobre qui a été jeté pendant longtemps sur ce peuple. Et donc il était question que les populations africaines, les peuples africains prennent leur destin en main pour réhabiliter cette race sur laquelle l'opprobre a été jeté. Alors, et ça, c'est l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat est le même? Est-ce qu'il revêt le même intérêt? Alors, c'est le même intérêt. Alors, lorsque nous nous situons par rapport au panafricanisme nkrumahiste, c'est-à-dire de Kwame Nkrumah, qui repose sur son mot d'ordre, son propos d'unité, l'Afrique doit s'unir, au sorti justement du congrès de Koumassi, assorti de deux mots d'ordre, États-Unis d'Afrique, indépendance immédiate. On a vu que ces mots d'ordre ont été ralliés par le groupe de Casablanca en janvier 1961, et qui prônait ce que nous appelons le panafricanisme maximaliste. Malheureusement, ce panafricanisme maximaliste a été contrebalancé par le groupe de Monrovia, qui va surgir en mai 1961, c'est-à-dire de la même année,
et qui va influencer politiquement le continent. C'est ce groupe qui va conduire à la naissance de l'OUA. Alors après plus de 60 ans d'existence de l'OUA, au regard des bilans qui ne sont pas satisfaisants, nous pensons que surtout les principes, les piliers qui étaient au fondement du projet de Nkrumah sont toujours d'actualité. Oui, justement, le panafricanisme que défendaient les dirigeants de l'époque, des luttes d'indépendance se reposaient, comme vous l'avez dit, sur la nécessité d'une renaissance africaine. Alors j'ai envie de vous poser la question, quels en étaient les piliers fondamentaux? Alors, aux yeux du leader ghanéen Kwame Nkrumah, ça passe par 3 piliers. Unité politique, indépendance économique et reconstruction culturelle. Alors, c'est ce que traduit le slogan cher à Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Est-ce que l'intégration politique est réalisée dans le contexte actuel? Évidemment, les organes sont là, les structures ont été créées, les institutions sont là, car nous prenons l'existence des ensembles géopolitiques régionaux, sous-régionaux, à l'instar de l'OUA, je l'ai évoqué tantôt, donc devenu UA, depuis le sommet de Lusaka en juillet 2001, et qui fermait justement la page de l'OUA au regard de l'insuffisance de résultats. Et au regard des bilans, surtout des contradictions actuelles de l'UA et des autres ensembles géopolitiques qui sont représentatifs du panafricanisme, à l'instar de la CEDEAO, dont nous connaissons également les contradictions, je crois que le rêve demeure d'actualité parce que l'intégration économique, politique, n'est pas encore un pari gagné. Et puis, il y a aussi, j'ai oublié l'unité militaire, c'est-à-dire cette unité prônée devrait reposer également sur une armée portée par les Africains. Alors aujourd'hui, nous vivons des bouleversements, comme vous l'avez souligné, géopolitiques mondiaux, avec une Afrique objet de toutes les convoitises. Dans quelle mesure le panafricanisme pourrait éventuellement repositionner le continent dans cet ordre mondial? Alors effectivement, nous vivons à l'ère des grands bouleversements. On revit ce que nous pouvons appeler le choc des civilisations. Alors, dans ce désordre mondial, que d'aucuns appellent nouvel ordre mondial, en réalité c'est un désordre mondial, qui a quelques avantages, mais des inconvénients. Les avantages, c'est que ça en appelle à la fin, par exemple, de l'hégémonie occidentale, au déclassement de l'Occident. Et je crois que l'Afrique doit tirer profit de cette situation en se repositionnant. Alors le problème aussi, quand je parle de désordre, c'est en lien avec les structures qui sont établies, les organes, les organisations panafricaines qui vivent dans une certaine léthargie, dans une certaine inefficience. Alors l'Afrique peut se refaire, renaître de ses cendres, mais à condition justement de revisiter le panafricanisme en le repensant, en le réajustant et surtout en l'accommodant aux nouveaux enjeux. En quoi faisant par exemple? Alors l'unité militaire, l'unité économique, l'indépendance économique, ou encore la reconstruction identitaire à partir de la revalorisation de nos éléments culturels. D'ailleurs, dans le conscientisme, Kwame Nkrumah insiste sur le fait que l'homo africanus, l'être africain, ne peut se reconstituer, ne peut s'affirmer de façon authentique qu'au travers de 3 éléments, à savoir les éléments euro-chrétiens, qui sont constitutifs de notre imaginaire,
les éléments, donc la civilisation musulmane, par exemple, les éléments musulmans, donc issus de la civilisation musulmane, et surtout les éléments traditionnels. Oui, dans ce contexte et au regard de votre développement, est-ce que le panafricanisme aujourd'hui signifie le rejet, la rupture totale avec ces anciennes puissances coloniales? Non, ça ne signifie pas la rupture, ça ne renvoie pas à l'idée de rupture en tant que déconnexion ou l'attitude qui consiste à couper les ponts. Alors, je crois que ça doit plutôt réinstaller dans une nouvelle dynamique, celle de multilatéralisme en termes de coopération. Et je crois que c'est ce qui a cours dans bien des États en termes de coopération. On voit que plusieurs États sortent de l'hégémonie des partenaires d'antan. Vous parlez d'une diversification des partenaires. Diversification des partenaires. Pas forcément ce à quoi nous assistons dans certains pays où on veut sortir du giron de certaines puissances pour s'en remettre dans les mains, les pieds, les mains joints, dans les mains de nouvelles puissances. Oui, justement, 60 ans après les indépendances, le continent africain continue d'offrir le théâtre de guerres d'influence et des forces extérieures par pays interposés. L'Afrique a-t-elle les moyens de disposer d'elle-même ou d'être ce qu'elle veut être, pour emprunter les termes au professeur Robert Doucet? Oui, vous avez parfaitement raison. Je voudrais saluer au passage le professeur Robert Doucet, qui est à la tête d'une diplomatie que nous saluons. Et sa formule a un gain de sens. Elle est très légitime. Alors, est-ce que l'Afrique dispose des moyens? Oui, c'est une évidence. Elle est forte d'une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés et d'une population estimée à plus d'1 milliard, avec des terres qui regorgent des potentialités minières naturelles inestimables, une population jeune très dynamique, des intellectuels, des universitaires bien aguerris, une société civile très dynamique. Donc je crois que l'Afrique dispose des moyens. L'essentiel, c'est qu'elle se refasse confiance et qu'elle recolle les morceaux. Et je crois qu'en revisitant le panafricanisme à partir de ses fondamentaux, quand je parle des fondamentaux, c'est l'autonomie économique. Et ça passe par exemple par la croisade actuelle contre la servitude monétaire que représente le CFA. Il ne faut pas qu'on se mente. Le CFA n'est pas une monnaie appropriée. Et de la même manière, il faut rappeler que les puissances que nous saluons, sur lesquelles nous nous alignons, ces puissances-là n'ont pas construit leur puissance sur la base des éléments de culture des autres sociétés. Autrement dit, il faudrait que l'Afrique apprenne à s'autonomiser, voilà, excusez-moi pour le lapsus. Mais cela veut dire que le panafricanisme peut être repensé, mais en excluant trois écueils. Alors, oui. En rappelant, je vais rappeler ça pour finir, rapidement. 3 écueils pour emprunter la formule à Achille Mbembe. Il faut exclure l'afrocentrisme. Bon, d'abord, l'afropessimisme, c'est une attitude qui est négative, parce que ça nous amène à nous nier, à nous renier. La seconde chose, le second écueil qu'il faut extirper de cette lutte-là, c'est l'afrocentrisme ou l'africanisme, le fait de penser que tout tourne autour de l'Afrique, que l'Afrique devient l'épicentre de l'humanité. C'était l'erreur des Occidentaux.
Je crois qu'il faut que l'Afrique adhère aux idéaux de la mondialisation. Et le troisième le troisième écueil, c'est... j'ai parlé de l'africanisme, et donc il reste l'afrocentrisme. Alors, entre l'africanisme et l'afrocentrisme, il y a une certaine affinité. Oui, on l'a compris. Mais le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on se débarrasse de ce à quoi on a assisté de par le passé au début des luttes panafricaines, oui, on a compris. à savoir l'idéologie. Il faut repenser le panafricanisme aujourd'hui. Et c'est la raison d'être de la conférence que vous organisez. Tout à fait. Quels seront les participants que vous attendez? Les participants sont très nombreux. C'est le public en général, tout le public. Et la société civile dans toutes ses composantes, et les autorités politiques, civiles, militaires, religieuses. Et c'est un public diversifié. Les intellectuels, les universitaires. Alors, qu'en attendez-vous comme recommandation à formuler et à qui l'adresser? Les recommandations, comme d'habitude, pour des travaux intellectuels universitaires issus des forats de ce genre, sont des réflexions qu'on mène, mais les recommandations sont à verser au pouvoir public. D'ailleurs, on espère qu'ils seront là. Et ce qui est sûr, les recommandations seront théoriques. On pourra les traduire dans les actions pratiques et dans les politiques publiques. Merci à vous, Monsieur Yao Agbeko Améo. Vous êtes maître de conférences de philosophie politique, directeur adjoint du laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales de l'Université de Lomé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.